A été 7h-10h, Philippe David, Judith Belair. Et c'est l'heure du débat avec en studio le vice-président UDI du Sénat, Vincent Delahaye, et Patrick Vignal, député LREM de la 9e circonscription de l'Hérault. On va décrypter avec eux les annonces du président de la République, pas plus tard qu'hier soir à 20h sur Sud Radio. D'ailleurs, c'était en direct. On l'a décrypté ensuite avec Philippe Rossi dans Les Vraies Voix. On va commencer avec vous, Patrick Vignal. Vous êtes député LREM. Comment avez-vous trouvé Emmanuel Macron hier soir ? Bon, tout d'abord, désolé, je suis dans le train, je vais à Bourges dans le cadre de l'Action Cœur de Ville. Écoutez, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en gros, on en est où ? Il est hors de question qu'il y ait un quatrième confinement. 50% des Français sont vaccinés. Il y a une vingtaine de pourcents qui étaient un peu indécis. Et je pense que ce coup d'accélérateur leur permettra d'aller se faire vacciner, puisque sur Doctolib, il y a quasiment 1 million de gens qui ont pris rendez-vous. Et après, vous avez 20% ou 15% des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, et c'est leur choix. Et à ce moment-là, ils auront pendant quelques temps des restrictions de vie sociale. Comment vous l'avez trouvé, justement, Vincent Delahaye, le président de la République, hier soir ? Bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'on change de stratégie assez régulièrement. J'avais l'impression qu'on était plutôt sur le vivre avec le virus. Maintenant on est plutôt sur le zéro Covid, si j'ai bien compris, mais même si ça n'a pas été exprimé comme cela. Il y a 2 mois, le président de la République nous disait que jamais le pass sanitaire serait un droit d'accès qui différencie les Français. Et il disait aussi qu'il ne saurait être question de l'utiliser dans la vie quotidienne, au restaurant, au cinéma. Aujourd'hui, 2 mois après, on change complètement de fusil d'épaule. Moi, je considère qu'il faudrait quand même commencer par appliquer les règles qu'on se fixe, c'est-à-dire aux frontières. Par exemple, le pass sanitaire, pour moi, est très utile aux frontières. Le respect des quarantaines devrait être aussi observé. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a très très peu de contrôle. Alors, prévoir des mesures comme cela, je ne sais pas qui va contrôler l'identité des personnes. Est-ce que ce sont les gérants de restaurants, les gérants de cinéma ? Qui va contrôler ? Et est-ce que tout le monde aura le droit de contrôler finalement l'identité des personnes, puisqu'on pourra se présenter aussi avec un papier ? Donc pour moi c'est très compliqué à comprendre. J'ai l'impression qu'on change aussi de critères à chaque fois. Au début c'était le nombre de morts, après ça a été le nombre de réanimations, après le nombre d'hospitalisations, le nombre de tests, et maintenant c'est l'augmentation du pourcentage de variants. Alors si on pense avec ces mesures tuer le virus, moi je n'y crois pas. Je pense que le virus va continuer à exister comme la grippe existe chaque année avec des variants différents. Et je ne suis pas sûr qu'il faille vacciner toute la population systématiquement. Ça veut dire que l'an prochain, il faudra le refaire aussi. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on va le refaire. Et est-ce que vous êtes sûr que quand on est vacciné, on n'est pas contagieux ? Moi, j'en suis pas sûr. Justement, Patrick Vignal, le président de la République, avait promis qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire. Yael Braun-Pivet avait dit il y a 2 mois, jour pour jour également, qu'elle est présidente de la commission des lois, députée LREM. Est-ce que c'est applicable, ce type de passe sanitaire ? Parce qu'on imagine mal un restaurateur, parce que vous pouvez donner un papier, si c'est le papier de votre frère ou de votre voisin, il n'a pas le droit de vous demander une pièce d'identité. Non, mais cher monsieur, bien sûr que c'est compliqué de le pass sanitaire. Je pense aux boîtes de nuit, je pense au restaurant, je pense au bar. Mais je voudrais répondre à votre invité. Qui savait qu'il y aurait le variant Delta, le variant indien qui serait là ? Moi, j'ai pas honte de le dire. On a des périodes où on navigue à vue. On a un variant qui a mis l'économie à plat. Moi, j'ai tous les jours des mails des gens qui ont des bars, des restaurants, qui vendent de leur maison parce qu'ils sont en faillite. Donc, le vrai débat, en fait, c'est quoi ? C'est comment on peut vivre avec ce virus. On est d'accord, mais il fallait accélérer la vaccination. Preuve année, 1 million de personnes qui se feront vacciner et ça nous permettra un peu de progresser et on en avait besoin. C'est dire ça. Justement, Vincent Delahaye, une autre question se pose. Ça va être très compliqué à mettre en place. Vous avez parlé des contrôles aux frontières. On s'est rendu compte, alors ils vont être renforcés, mais qu'on nous l'a promis plusieurs fois et que manifestement, beaucoup de gens témoignent que quand ils arrivent à Roissy, ils n'ont pas de contrôle. C'est un problème français parce que moi j'ai une fille qui vit à Londres et effectivement les Anglais ils disent les Français ils ont beaucoup de textes, ils prévoient beaucoup de choses mais en fait ils ne les contrôlent pas, ils ne les appliquent pas. Et c'est un des problèmes qu'on a, je pense qu'on prend beaucoup trop de dispositions qui ne sont pas applicables et j'ai peur que cette généralisation, alors non seulement elle est liberticide, cette généralisation du pass sanitaire, mais en plus je pense qu'elle n'est pas applicable dans la pratique. Vous pensez que le contrôle aux frontières, c'est pas applicable ?
Le contrôle aux frontières pourrait être applicable, sauf qu'aujourd'hui, il n'est pas vraiment appliqué. Oui. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui passent et qui ne sont absolument pas contrôlés. Ce qui va changer, a priori. En tout cas, on nous a dit que ça allait être renforcé. Oui. Mais la dernière fois, on nous avait dit qu'on allait aussi, le pass sanitaire être principalement fait pour les frontières et qu'on allait vraiment l'appliquer sérieusement. Donc aujourd'hui, on constate que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc moi, je suis un peu sceptique par rapport à tout cela. J'ai l'impression qu'on change de critères, on change de stratégie. Alors je ne dis pas que c'est facile de gérer une crise sanitaire, hein, mais à un moment donné, il faut quand même, à partir du moment où les personnes à risque sont protégées par le vaccin, et ils sont 85%, alors il en reste peut-être 15% effectivement à vacciner de ce point de vue-là, mais je pense que le reste de la population, c'est pas dramatique si le virus circule. Patrick Vignal, les contrôles aux frontières, ça, parce que beaucoup de gens disent qu'ils arrivent à Roissy, ils ont zéro contrôle, et je pense que les contrôles aux frontières terrestres, ça doit être à peu près la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que qui dit contrôle dit qu'il faut des effectifs, mais est-ce qu'on a les effectifs? Vous savez, je pense que ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté en matière de services publics. J'ai déjà dit sur votre antenne, que ce soit les soignants, l'hôpital est en grande difficulté, que ce soit les fonctionnaires de police, la justice. Mais en fait, le vrai débat, il faut qu'on ait à la fois une vaccination au niveau mondial, au niveau européen et au niveau national. Donc, bien sûr, on ne pourra pas tout contrôler. Mais moi, je reviens à mon idée de base. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, si vous voulez, c'est que ce virus ne circule le moins possible. Donc, c'est pour ça qu'on a pour l'instant le seul outil, c'est la vaccination. Mais moi, je peux comprendre encore les gens, si vous voulez, qui sont très sceptiques. Moi, j'ai des amis qui ont peur du vaccin. Et donc, j'essaie de les convaincre, de leur dire, écoutez, ou faites confiance aux sachants, aux chercheurs, ou alors, pendant quelque temps, et c'est le cas de mes amis, ils auront une vie sociale diminuée. Mais il faut à tout prix. On ne peut pas se payer un 4e confinement. C'est pas pensable. On est à 140 milliards de dettes. On va laisser quoi à nos enfants pour l'avenir? Donc, si vous voulez, il n'y a pas de très bonne solution. Je crois que le président, hier, il y a 2 choses qu'il a dit. C'était, on a besoin de vous, faites-vous vacciner sur 80%. Et la seconde chose, c'est relancer l'économie. Je ne supporte plus d'avoir des gamins qui vous écrivent en vous disant, mon bac a été au rabais et je n'ai pas d'avenir en France. Donc, à un moment donné, il faut se relever, se dire qu'à un moment donné, on a cette vaccination, il faut 80% des Français, et puis après, il faut qu'on passe à autre chose. Et on a besoin de cela. Donc, on a besoin d'avoir une concorde universelle autour de cette vaccination. Elle est obligatoire. Et je le dis à la classe politique, et vous savez que quand c'est ma majorité, j'ai pas la langue de bois, quand je vois certains comme François Asselineau qui explique qu'on est en dictature, je crois qu'il ne sait pas ce que c'est la dictature. Donc je dis gentiment à la classe politique que les mots ont du sens. Et en ce moment, à cette période tendue où la France est au bord du chaos, soyons un peu plus responsables. Merci beaucoup. C'est pas fini, hein. On fait une pause et le débat continue. Avec la suite de ce débat. Patrick Vignal. Ne bougez surtout pas. À tout de suite. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Bell. Bientôt 9h20 sur Sud Radio et nous sommes en compagnie du vice-président de l'UDI du Sénat, Vincent Delahaye. Et pour parler de l'allocution d'hier soir d'Emmanuel Macron, nous avons aussi Patrick Vignal, qui est député LREM de la 9e circonscription de l'Hérault. Patrick Vignal, vous avez entendu le président de la République, on va arrêter de parler du Covid, mais parler des retraites et de l'assurance chômage. Modification en vue de l'assurance chômage, les retraites à la fin de la crise sanitaire, c'est-à-dire on ne sait pas quand. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'automne soit chaud? Écoutez, je ne sais pas si l'automne sera chaud, mais il faut... Déjà, l'été l'est pas, ça c'est une certitude. C'est pour dire, je suis quasiment à Bourges, il pleut, il fait très froid. On n'est pas à Montpellier où il fait 42 degrés. Bon, plus sérieusement, si vous voulez, on a un vrai débat sur les retraites. Est-ce qu'on doit allonger l'âge de cotisation? C'est 14 milliards, on a des déficits, mais moi je suis très clair, on a une France tendue, on l'a dit tous les 3, tous les 4 sur le plateau. La priorité, c'est pas la réforme des retraites. La priorité, c'est relancer la France avec le plan de relance. C'est faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de cotisants pour qu'on ait des retraites à certains niveaux. Vous vous rendez compte, il y a 10 millions de personnes qui ont moins de 900 € pour vivre en France. Donc moi, je pense que cette réforme de retraite, il faut la préparer, il faut la penser. Ça sera un des enjeux des candidats au présidentiel, parce que les candidats devront s'affirmer ce qu'ils veulent faire avec les retraites, mais ce n'est pas la période. La période aujourd'hui, c'est avoir une réflexion, si vous voulez, sur comment on refait France, comment on refait de la fraternité dans une France qui est quand même un petit peu fracturée en ce moment.
Mais on est d'accord que c'est quand même un sujet important pour le président Macron, vu qu'il nous a décrit ce qu'allait contenir cette réforme. Donc c'est un sujet qu'il va aborder assez rapidement, on y croit. Oui, mais madame, on est très clair. Il a expliqué que d'abord on réglait le Covid. Moi, je pense qu'on n'est pas sorti du Covid. Je pense que oui, on va vivre avec, mais comment on va gérer ce Covid? Est-ce que chaque année il y aura des variants? Est-ce que ça sera comme une grippe, on se fera vacciner? Moi, je pense que vraiment la priorité, c'est une France apaisée et c'est relancer l'économie. Et en fonction de la relance, on verra bien comment fonctionner pour les retraites. Mais quoi qu'il en soit, avec l'allongement de la durée de vie, oui, nous allons travailler plus longtemps. Un petit mot quand même sur les retraites, 42 régimes spéciaux. Moi, je suis ravi qu'il ait parlé des régimes spéciaux et qu'on arrête un petit peu d'avoir des retraites qui sont, si vous voulez, pour certains, qui sont plus intéressantes que pour d'autres. Vincent Delahaye, les retraites et l'assurance chômage, vous n'avez pas peur d'un automne chaud à défaut d'un été chaud? Écoutez, moi je ne trouve pas très moral de laisser une montagne de dettes et de déficits aux nouvelles générations. Je pense que chaque génération doit assumer ses décisions. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Le dernier budget en équilibre, c'est 1974. Tout à fait. On parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Tout à fait. Et moi, je trouve pas ça normal. Personnellement, je trouve pas normal du tout. Et je considère que c'est aussi une priorité que d'assumer ses choix aujourd'hui. Et quand on dit qu'il faut réformer, il faut réformer aujourd'hui. Je vois pas en quoi on va attendre la reprise, la fin du Covid. On n'en sait rien. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. On sait simplement aujourd'hui qu'on a une montagne de déficits et qu'il faut les combler. Et que dans ces déficits, il y a bien sûr les retraites. Et que les retraites, ça mérite qu'on y travaille. Alors il y a eu Delvoye, j'allais dire Bérégovoy, mais oui. En fait c'était Delvoye qui a travaillé pendant 2 ans quand même, parce que mon collègue député dit il faut y penser, réfléchir, travailler, concerter. Ben non, je pense qu'il faut prendre des décisions. Alors c'est vrai que la période n'est pas bienvenue, mais elle est jamais bienvenue finalement, puisqu'on ne les prend pas au lendemain des élections. On dit on va faire les efforts en fin de quinquennat, c'est ce qu'avait dit Macron finalement. Les efforts, on les voit pas du tout. Et aujourd'hui, on dit c'est pas possible. En fait, la réflexion et les bases sur lesquelles s'est fondé le président de la République hier, je pense qu'il faut s'appuyer dessus. C'est-à-dire que allonger, alors qu'on a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, qu'on vit de plus en plus longtemps, c'est normal de retarder l'âge de la retraite. En Europe, c'est 65, 67 ans, très souvent. Nous, on est toujours à 62 ans. Donc, il y a un moment donné où il faudra y penser quand même, et il faut y penser très vite, à mon avis. Les régimes spéciaux, c'est la même chose. Moi, je suis d'accord pour que les nouveaux entrants ne soient plus dans des régimes spéciaux et soient dans un régime général. Je pense qu'il faut aller vers ça, et je pense que c'est acceptable par tout le monde. Si on fait une réforme qui est bien expliquée, je pense qu'elle peut être acceptable par tout le monde, y compris la revalorisation des petites retraites. J'ai entendu aussi ce message-là. 1 000 euros. Je pense que le 1 000 euros, alors faudrait regarder ce que ça veut dire, sur une période d'activité complète. 1 000 euros à la souterraine, on avait le député de la souterraine, ou 1 000 euros à Paris, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, tout à fait. Non, mais je pense qu'à un moment donné, notre système social, il ne tient pas uniquement sur le travail, comme l'a dit hier le président de la République, mais il tient aussi sur la dette. Il faut que tout le monde en ait conscience. Tout ce qu'on décide aujourd'hui, on le paye par de la dette. Alors ça coûte pas très cher, parce que les taux d'intérêt sont très bas, mais c'est une drogue qui est douce, lente, mais mortelle. J'ai une question sur les régimes sociaux, justement. Il y a des emplois qui ont une forte pénibilité physique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils méritent un régime social ou de partir plutôt à la retraite? Bien sûr, mais ça peut être, c'est déjà pris en compte, mais ça peut être aussi encore mieux pris en compte, et ça doit le rester. Non, mais il y a des choses par contre qui sont complètement dépassées, et il y a des personnes qui partent encore très tôt en retraite. Grâce finalement à l'argent public. Est-ce que c'est normal? Moi, je parle des fonctionnaires en fait. Voilà, tout à fait. De certains fonctionnaires. Régimes spéciaux. Oui, de régime type SNCF, RATP, etc. Ouais. Oui, justement, vous avez entendu Patrick Vignal, Judith Belair qui parlait de la pénibilité, parce que, désolé, être journaliste dans un studio... C'est crevant, c'est crevant. Oui, merci. On n'en peut plus, ça se voit. On va demander un régime spécial, ou être sur un terrassier, sur un chantier, ou maçon ou platiste, c'est quand même pas la même chose, non? Non, mais être journaliste à Sud Radio, vous pouvez travailler jusqu'à 90 ans. Facile, tranquille. Vous êtes heureux, vous avez la chance d'avoir des auditeurs exceptionnels, des boutiques exceptionnelles. Et des super débatteurs aussi. Voilà, mais bien sûr, si vous voulez le vrai débat, quand vous êtes carreleur, quand vous êtes maçon, arrivé à 50 ans, vous n'avez plus de genoux. Mais si vous voulez, le vrai débat, c'est quoi en fait? C'est poser des actes forts
en fonction de la pénibilité. Et c'est vrai qu'on n'a pas su assez le faire et avoir un consensus avec les syndicats. En fait, en France, on ne peut pas réformer si on n'arrive pas à avoir du consensus. Et vous le savez, je me bats depuis des mois sur fabriquer du consensus. Moi, je ne supporte plus que les gens soient dans la rue. Alors, pourquoi ils sont dans la rue? Est-ce que c'est un dogme politique? Mais on n'a plus le temps en ce moment, si vous voulez, d'être dans des ruptures idéologiques. Aujourd'hui, votre invité l'a dit, ça coûte très cher, c'est 14 milliards. Comment fait-on? Mais moi, j'ai encore envie de vous donner un message d'espérance. Court, parce qu'on a un auditeur au 0826 300 300. Hier soir, c'est que croyons à la reprise économique, croyons à remettre de l'industrie en France. Je veux dire, il faut qu'on refasse une relance économique et on aura des cotisants qui pourront payer les retraites de nos aînés. Moi, je pense aussi qu'il faut penser à cet avenir-là. On voyage beaucoup sur Sud Radio. On était dans le Lot pour la gagnante du premier jeu. On part dans la Dordogne. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos débatteurs? Merci de nous donner la parole. Et je voudrais remercier Jérôme Kerzak qui est intervenu plus tôt sur votre antenne et qui a tout dit sur la vérité. Comment ça revient au vote? Pourquoi les gens ne vont plus voter? Pourquoi les gens n'ont plus confiance aux politiques? Regardez, depuis le début de la crise, on continue à détruire l'hôpital. On continue à détruire des lits de réanimation. Et comment voulez-vous faire confiance à des gens comme ça? C'est pas possible. Les gens vont plus voter parce que les politiques mentent constamment et n'ont aucune parole. Voilà. Alors moi, je reviens sur mon problème. Je dis, s'il vous plaît, excusez-moi. On vous entend très mal. Ma belle-mère, si vous voulez, a une polyarthrite suite à une vaccination. Donc, suite à ça, notre médecin de famille à l'époque nous a demandé de faire des tests pour savoir si ma femme était, dans le même cas, sujette à la polyarthrite. On a fait les tests. Les tests sont avérés qu'elle était positive. Donc depuis 30 ans, ces tests-là, on les a fait il y a 30 ans. Depuis 30 ans, par exemple, on ne va pas à l'étranger dans les pays où il faut des vaccinations obligatoires, style fièvre jaune et tout ça. Et aujourd'hui, on nous dit, voilà, ma femme va être obligée de se vacciner au risque de déclencher une polyarthrite. Est-ce que c'est normal? Alors, voilà. Merci de votre réaction, Denis. Moi, je ne suis pas médecin, je ne vais pas parler sur la polyarthrite, mais je vais faire réagir nos deux débatteurs sur la parole politique. Vous avez entendu, Patrick Vignal, les injonctions contradictoires. On nous disait, il n'y aura pas de passe sanitaire, mais finalement, il y en a un. Le masque ne sert à rien, mais après, il devient obligatoire. Est-ce que ça ne crée pas de l'abstention? Non, mais je voudrais dire à Denis, effectivement, que la situation est différente pour le cas de son épouse. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes au courant, il faut qu'elle voie son médecin et qu'à ce moment-là, elle ne se fera pas vacciner. Elle aura un certificat. Elle va prendre un risque. Elle aura son certificat, elle aura le droit de faire des tests, donc ils prouveront qu'elle est négative, elle pourra avoir une vie sociale. Enfin, quand même de quoi on parle, on ne va pas obliger des gens à se faire vacciner quand ils ont des problèmes médicaux importants. Enfin, j'en suis quasiment certain, cher Denis. Après, je peux entendre votre colère, pourquoi les gens ne vont pas voter. Mais on est peut-être un groupe de gens, on essaye de faire des choses, on ne réussit pas. Oui, on a réussi le parti économique. Oui, on a eu du mal à démarrer. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel. Aujourd'hui, on a essayé de rattraper la situation. Vous savez, nous ne sommes pas des euros. Nous essayons de faire au mieux la classe politique. Et 90% des gens qui s'améliorent dans un mandat, ils essayent de le faire à bien. Le mot de la fin, pour vous, Vincent Delahaye, la monétisation de la parole politique, ou plutôt la démonétisation, c'est pas ce que dit Denis de Dordogne? C'est vrai que parfois les situations sont très compliquées et gérer une crise sanitaire c'est pas facile, donc ça personne n'a dit le contraire. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, je pense qu'en politique il faut effectivement avoir une ligne directrice qu'on suit, une logique qu'on explique et qu'on essaye de faire partager. Aujourd'hui, je pense que on navigue trop à vue et en fonction de l'opinion, en fonction d'un certain nombre d'informations, on change de point de vue. Ce que le président de la République a fait là en 2 mois sur le pass sanitaire, je pense que ça, c'est effectivement, ça ne rend pas la parole politique très crédible. Merci beaucoup à tous les deux. Patrick Vignal, monsieur. Député de l'Hérault, La République En Marche, et Vincent Delahaye, vice-président UDI du Sénat. Verdict sur Twitter, pour le moment, on est à 95% de non. Vous n'avez pas été Ça n'a pas convaincu tellement bougé.